Marie-Rose Verdier se décida enfin à chercher la porte de Madame du Châtelet. Mais quand on est plongé soudain dans l'obscurité et dans le dédale de couloirs d'une maison inconnue, il est presque impossible de se diriger. Elle finit bien par rencontrer une porte en tâtonnant, mais elle était fermée à clé et résista sous sa poussée. Pourquoi et comment l'avait-on enfermée? Qu'espérait-on? L'impressionner? Elle, si calme d'habitude, commençait à s'énerver. Ah, si elle avait eu sa lampe électrique. Mais elle l'avait laissée au camp. Elle fouilla les poches de sa jaquette et ne trouva que son couteau. En secouant la porte de nouveau, elle se rendit compte qu'elle ne résistait pas à cause de sa serrure, mais à cause sans doute d'un verrou qui devait être tiré. Avec le poinçon de son couteau suisse, elle tâta la rainure de la porte et rencontra en effet un verrou. Elle eut alors une lueur d'espoir. Si le verrou était simple, elle était peut-être sauvée. Elle poussa la petite barre métallique avec la pointe de son poinçon, et le verrou glissa imperceptiblement. Marie-Rose continua son travail et enfin le verrou céda. Avec d'infinies précautions, pour ne pas révéler sa victoire, elle pénétra dans la pièce, puis referma le verrou derrière elle. Elle ne distingua rien, d'abord. Mais bientôt, elle devina deux fenêtres, aux volets fermés, qui laissaient passer cependant une vague lumière. Peu à peu, les meubles sortirent de l'ombre, puis le dessin d'une porte sur la gauche. Mais elle ne s'attarda pas à passer l'inspection de cette pièce. Elle bondit vers une des fenêtres, l'ouvrit et faillit pousser un cri de joie en sentant l'air frais du jardin qui venait caresser ses joues brûlantes. Elle mesura la distance qui la séparait du sol. Bon, c'est jamais qu'un étage. Et elle sauta dans le vide. Elle tomba sur le bord d'une pelouse et se tordit un peu la cheville. Mais elle ne s'en aperçut pas, tant elle était heureuse d'avoir retrouvé sa liberté. Quand elle entendit les rires de ses guides, elle songea aussitôt à reprendre la tenue impeccable d'une cheftaine. Elle ne voulait pas qu'on sût son aventure. « Ah, vous voici enfin !» s'écria Suzanne Hardy. « Vous avez bavardé bien longtemps avec Madame du Châtelet. Il est arrivé une dépêche pour vous. J'ai rencontré le petit télégraphiste devant la porte, et cela vaut mieux, car le concierge nous aurait soupçonné d'agissements ténébreux. » Marie-Rose déchira le papier bleu et son visage se détendit en un beau sourire tandis qu'elle lisait cette petite phrase. « Seront demain à la Vallée-sur-Mer, J et M. » La seconde initiale, surtout, lui fit battre le cœur. C'était celle du prénom de son fiancé, Marc Vauquelin. Pendant que les deux cheftaines parlaient à voix basse, Niquette s'occupait activement de Francette. Cette dernière était un peu enrhumée et se laissait soigner avec joie par son chef d'équipe, qui la bourrait de tisanes et de bonnes paroles. L'orgueilleuse et indomptable Niquette était vaincue par cette toute petite Francette, qui avait su trouver le chemin de son cœur. « Oui, grognait Niquette. J'avais déjà 5 frères plus âgés que moi et ennuyeux au possible. Et maintenant j'ai un bébé de sœur, mais c'est plus gentil. » Tandis que les autres se couchaient, les cheftaines lui firent signe de venir leur parler. « Nous allons vous confier un secret. Nous sommes contentes de vous, et nous pensons que vous saurez vous taire. »« Mon frère et mon fiancé arrivent demain à la Vallée-sur-Mer, continua Marie-Rose Verdier. Ils viennent ici pour mener une enquête sur les Boivin. »« Ça, c'est une fameuse idée. Je vous enverrai demain, avant la messe, porter un mot à ce brave docteur Drouard pour que je puisse voir mon frère et mon fiancé chez lui, loin des curieux qui pourraient avertir les Boivin. J'ai compris, cheftaine. » Toute la population de la Vallée-sur-Mer fut très intriguée en voyant la 11e Versailles se diriger en bel ordre vers l'église pour y assister à une messe matinale. Les guides n'avaient plus leur allure de jeunes bohémiennes vivant en plein air. Dans leurs uniformes bleus, elles étaient raides et impeccables. En sortant de l'église, Marie-Rose Verdier alla sonner à la porte du docteur. Quelques minutes plus tard, dans le jardin vieillot et discret des Drouards, elle retrouvait son frère et son fiancé. Elle leur expliqua la situation en leur donnant les détails les plus précis. Jacques Verdier soulignait chaque événement par une grimace et le docteur hochait la tête avec régularité. Quant à Marc Vauquelin, lorsqu'il apprit la dernière aventure dont Marie-Rose avait été victime, il s'emporta. « Mais ce sont des bandits dangereux. Tenez, je suis persuadé que cette maison est truquée. »« Peut-être, mais je pense que vous trouverez les renseignements les plus intéressants dans cette fameuse sardinerie qui vient de s'ouvrir. » Un pas grinça dans l'allée. Ils se retournèrent tous. Une jeune guide s'avançait, l'air décidé. « Ah, c'est vous, Niquette. Je vous présente la chef d'équipe des Tourterelles. Qu'y a-t-il de nouveau ? Peu de choses, mais j'ai pensé que cela vous intéresserait. En marchandant du poisson, j'ai appris que les Boivin vendaient leurs sardines à des prix très bas. Cela étonne tout le monde, car ils ne doivent presque rien gagner.